Donc bonjour à tous. Donc comme monsieur l'a dit, moi je m'appelle Asma Benali, donc je suis assistante sociale au sein du service des tutelles. Normalement ça devait être ma coordinatrice qui devait être présente, c'est Anan. J'ai mis ses coordonnées au cas où si c'est nécessaire. Donc il m'a été demandé aujourd'hui de vous présenter le service des tutelles, nos missions, mais également les missions et le rôle d'un tuteur. Donc voilà un peu le plan de ma présentation. Je vais commencer par une brève introduction, puis expliquer les missions du service des tutelles, la définition d'un mineur étranger non accompagné, le processus de tutelle, les missions du tuteur, le contrôle des tuteurs et puis comment une tutelle se finit. Alors, notre service dépend du SPF Justice. Nous sommes une équipe de 41 personnes, multidisciplinaires. Il y a des attachés, des juristes, des assistants sociaux, des assistants administratifs, des chauffeurs également. Et notre service est divisé en 3 sections. Il y a une section administration, une section identification et une section tutelle à laquelle j'appartiens. Et donc la section administration, c'est elle qui va donc s'occuper de toute la partie créance financière et également notifier toutes les décisions qui sont prises pour les tuteurs ou pour les jeunes. Elle s'occupe également de nos chauffeurs. Il y a une partie, donc il y a la section identification. Donc lorsqu'un jeune arrive sur le territoire, il doit être identifié. Et donc c'est cette cellule-là qui va s'en occuper via les tests d'âge, s'assurer que le jeune est bien un MENA. S'il y a un doute sur une autorité parentale, c'est également eux qui vont s'en charger. Et puis il y a la section tutelle qui s'occupe de tout ce qui est suivi des tuteurs et suivi des MENA. Mais donc voilà, j'aborderai un peu plus en profondeur ce point-là. Alors, les missions du service des tutelles, donc on a pour rôle d'agréer les tuteurs. On a pour rôle également de veiller à former nos tuteurs. Donc les formations se font via des formations de base données via Caritas, mais également des formations continues tout au long de l'année pour nos tuteurs. On a également pour rôle de coordonner les contacts avec les différentes autorités. Donc on est beaucoup en contact avec l'Office des étrangers, le CGRA, le CCE, les SAJ, donc voilà, vraiment différents partenaires. On s'assure aussi que le tuteur recherche aussi une solution durable dans l'intérêt de l'enfant. On organise également une permanence 7 jours sur 7 pour recevoir les signalements de mineurs. On a pour rôle de prendre en charge les mineurs, de les identifier et vérifier leur âge en cas de doute. Et on a également pour rôle de désigner un tuteur. Donc le service des tutelles a été créé en 2004 suite à la loi programme du 24 décembre 2002. Donc voilà, et à côté de ça, on a également, donc on dépend de cette loi-là, mais à côté donc dans cette loi sont définies nos missions à nous, les missions du tuteur, et à côté de ça, on a également créé des directives générales pour nos tuteurs, parce que la loi n'était pas assez précise, du coup on a vraiment voulu clarifier un peu plus les choses, et donc voilà. Alors, qui peut être tuteur ? Donc ça peut être toute personne privée, peut se présenter, donc on organise d'ailleurs actuellement des sélections. Donc, il y a d'abord un premier screening CV, puis des entretiens qui sont faits. Et une fois que la personne est agréée, à ce moment-là, il y a une formation qui est donnée au tuteur avant de pouvoir avoir une première tutelle. Ça, c'est ce qu'on appelle des tuteurs exonérés ou volontaires. Et puis, à côté de ça, on a également des tuteurs indépendants qui, eux, j'expliquerai aussi un peu plus après la différence entre les deux. Et puis, on a également des tuteurs dits professionnels. Donc, on a des protocoles d'accord avec Caritas, mais également le CESO sur Bruxelles. Donc, ce sont vraiment des tuteurs professionnels pour qui c'est leur travail d'être tuteur et qui, en général, vont jusqu'à 25 tutelles par professionnel. Alors, les formations des tuteurs, comme je vous l'ai dit, chaque tuteur doit suivre donc une formation de base une fois qu'il est agréé. Il y a également des formations continues tout au long de l'année, données via Caritas. À côté de ça, donc, on a également créé l'année passée un manuel des tuteurs qui est divisé en 7 petits livres et qui reprend vraiment tous les points auxquels un tuteur pourrait être confronté durant une tutelle. Donc on a vraiment essayé d'aborder vraiment différents points, donc tout ce qui est procédure, tout ce qui est vie quotidienne, soins de santé, etc. Donc on a vraiment essayé d'aborder tout ce qui entoure la vie d'un jeune. Donc voilà.
On coordonne, donc, ouais, ça j'ai dit aussi, donc on coordonne les contacts avec les différentes instances, donc l'Office des étrangers, le CGRA, le CCE, mais également avec FEDASIL pour tout ce qui est accueil. Parfois, les collègues d'identification peuvent être aussi en contact avec les autorités d'autres pays pour pouvoir identifier les MENA. Et donc la recherche de solutions durables aussi, ça je l'ai abordé. Alors qu'est-ce qu'un MENA? Donc, c'est une personne de moins de 18 ans qui est non accompagnée par un parent ou par un tuteur, qui n'est pas ressortissant de l'espace économique européen ou de la Suisse. Ici, il peut y avoir aussi des exceptions. Parfois, on a également des mineurs européens qu'on va considérer comme MENA parce que voilà, ils sont dans un état de vulnérabilité qui fait qu'on doit les prendre en charge. Un MENA, donc c'est aussi une personne qui est soit en demande de protection internationale ou qui ne remplit pas les conditions d'accès au séjour et au territoire. Et donc ici, donc la Convention des droits de l'enfant reprend aussi un peu quelques critères de vulnérabilité. Donc on se base aussi sur ça, mais on essaye vraiment d'analyser au cas par cas chaque situation qui nous est présentée. Alors, la tutelle, donc il y a deux processus. Il y a d'abord un processus de prise en charge et puis un processus de désignation. Dans le processus de prise en charge, donc il y a d'abord, premièrement, recevoir les signalements. Comme je vous l'ai dit, on a une permanence de 7 jours sur 7. Donc voilà, j'ai mis notre numéro de téléphone également. Et donc ça peut être vraiment toute personne ou toute autorité qui peut nous signaler un mineur. On reçoit principalement des signalements de l'Office des étrangers lorsqu'un jeune se présente pour demander une demande de protection internationale. Mais à côté de ça, on a également des signalements qui viennent des zones de police. Et là, les signalements des zones de police, c'est surtout des signalements de jeunes qui sont soit en transit, des enfants roms, mais également des mineurs maghrébins en errance. Et donc ces derniers temps aussi, on constate quand même beaucoup plus de signalements aussi de la zone de police de Liège pour des jeunes maghrébins en errance ou des enfants roms. Donc ça augmente aussi du côté de Liège. Donc une fois qu'on reçoit le signalement, donc s'il y a un doute sur l'âge, voilà, il va passer par la cellule d'identification qui va s'assurer que le jeune est bien un mineur étranger non accompagné, ou s'il y a des parents, s'assurer du lien de filiation également. Et donc une fois que tout ce processus donc quand on reçoit un signalement aussi la nuit ou ce genre de choses, notre première mission c'est d'abord de trouver un accueil pour le jeune. Donc on contacte FEDASIL ou les associations qui sont autour. Donc une fois que cette partie de prise en charge est faite, donc on arrive à la désignation d'un tuteur. Dans la partie prise en charge aussi, donc il peut arriver qu'on désigne déjà aussi un tuteur provisoirement s'il y a une urgence ou s'il faut par exemple un jeune qui est à l'hôpital et qui doit se faire opérer, il faut un représentant légal, on est obligé de désigner à ce moment-là dans l'urgence. Donc voilà, c'est un exemple de tuteur provisoire qu'on peut donner. Et donc, une fois que le jeune est identifié comme MENA, on désigne donc un tuteur dit définitif. Et donc voilà, comment est-ce qu'on désigne? On essaye d'abord toujours de désigner un tuteur qui soit proche de la région où réside le jeune. On essaye également de veiller au profil du jeune, mais également à l'expérience que le tuteur a. Donc, par exemple, si on a le signalement d'une jeune fille qui a vécu un viol sur son trajet, qui a été excisée ou ce genre de choses, elle sera peut-être plus à l'aise de parler avec une tutrice femme. On va peut-être veiller à ça d'abord en premier dans notre désignation et dans la manière de désigner. Les tuteurs, donc en général, un tuteur ne peut pas refuser une tutelle sauf pour manque de disponibilité ou à cause de la zone géographique. Un tuteur ne peut pas nous dire je refuse cette tutelle parce qu'il est afghan ou parce que je préfère ce type de profil de jeune ou ce genre de choses. C'est vraiment les deux seuls motifs pour lesquels un tuteur pourrait refuser, donc zone géographique et manque de disponibilité. Donc comme je disais, donc on a différents types de tuteurs. On a des tuteurs volontaires qui, eux, ne dépassent pas les 5 tutelles par an. On a également des tuteurs dits indépendants qui, eux, à côté de leur travail, vont au-delà des 5 tutelles. Et donc, on a quelques tuteurs qui vont jusqu'à 25, 30 tutelles. Donc, voilà. Et puis, à côté de ça, les tuteurs professionnels dont je vous ai parlé. Qui peut être désigné comme tuteur? Donc, tous les tuteurs qui ont été agréés, qui ont réussi la sélection et qui ont suivi cette formation de base.
Donc, comme je vous l'ai dit, pour les désignations, on veille d'abord au lieu de résidence, au profil du MENA, mais également à l'expérience du tuteur. Avant chaque désignation, on contacte le tuteur par téléphone pour s'assurer qu'il est bien disponible. On lui explique un peu quelle est la situation du jeune. Donc voilà. Les missions du tuteur. Donc il a 3 grosses principales missions. Premièrement, être le représentant légal de l'enfant, veiller au bien-être général de l'enfant et travailler à une recherche de solutions durables. Et donc ça, c'est les 3 grosses missions qui sont repris dans la loi tutelle, mais donc dans nos directives générales et dans notre manuel des tuteurs, on a vraiment essayé de développer un peu plus. Mais donc ici, j'ai mis un peu les points principaux. Donc le tuteur donc, a pour mission de représenter le MENA dans tous les actes juridiques ou administratifs ou judiciaires. Il entretient également des contacts réguliers avec son jeune et essaye de créer une relation de confiance. Il essaye de faire appel à un interprète s'il le faut. Il prépare et accompagne le MENA dans chaque phase de sa procédure d'asile et de séjour. Il lui désigne un avocat. Il veille à ce que le mineur soit scolarisé. Il veille au soutien psychologique et aux soins médicaux. Il veille aussi à ce que son jeune ait un hébergement adapté à sa situation. Le tuteur n'a pas le droit d'héberger un mineur chez lui. Il recherche également les membres de la famille et rétablit le contact avec eux. Il fait donc des propositions de solutions durables. Il explique aux mineurs vraiment toutes les décisions qui sont prises par les autorités. Le tuteur a également pour rôle la gestion des biens du mineur. Et donc voilà, j'en ai mis quelques points, mais donc il a également pour rôle de remettre des rapports sur la situation personnelle du mineur à nous, notre service, ainsi qu'au juge de paix. Et donc comme je vous l'ai dit, donc on a créé des directives générales, un manuel des tuteurs qui reprend vraiment un peu toutes les missions et pour faire en sorte que tout soit plus clair pour nos tuteurs. Donc le tuteur est amené aussi à collaborer avec différentes instances, l'Office des étrangers, les écoles, le CCE, les polices, avocats. Donc c'est vraiment un fil rouge dans la vie d'un jeune. Alors par rapport au rapport de tutelle, donc chaque tuteur doit remettre donc d'abord un premier rapport dans les 15 jours qui suivent la désignation, et puis un rapport deux fois par an, donc tous les 6 mois, et puis un rapport final lorsque la tutelle cesse. Ce rapport, pour nous, c'est aussi une manière de contrôler, de s'assurer que tout va bien dans la vie du jeune, mais également que le tuteur fait son travail. Et donc, dans ce rapport, il est repris donc, la situation personnelle du jeune, l'évolution par rapport au séjour, la recherche des membres de famille, la situation patrimoniale du jeune, etc. Donc voilà. Et donc, comme je disais, donc, ça va remettre à nous, mais également au juge de paix. Et donc, c'est une manière pour nous de contrôler. Par rapport au contrôle des tuteurs, donc il y a ces rapports-là, mais également aussi lorsqu'il y a une plainte qui peut venir d'un centre ou du jeune lui-même, le jeune peut aussi déposer sa plainte auprès du juge de paix. Et donc nous, à ce moment, le juge de paix va statuer sur la demande du jeune. Est-ce que oui ou non il faut un changement de tuteur? Et c'est important que ça passe auprès de la justice de paix parce que ça permet de conscientiser les deux parties, autant le mineur que les tuteurs. Et nous aussi, de notre côté, on a donc des entretiens de suivi qu'on essaye de faire chacun avec nos tuteurs pour s'assurer que tout va bien en cas de difficulté ou autre, mais il y a aussi des entretiens d'évaluation quand on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et parfois, ça peut aller jusqu'à des retraits d'agrément dans des cas assez graves. Donc, comment est-ce qu'une tutelle peut se finir? Donc, elle se finit donc, à l'âge de 18 ans. Elle peut se finir aussi lorsque la personne qui exerce l'autorité parentale est sur le territoire ou lorsqu'il y a une tutelle civile qui est mise en place. Elle peut se finir en cas de décès, d'émancipation, d'adoption ou de mariage. Elle peut se finir lorsque le jeune quitte le territoire, n'est plus en Belgique. Elle peut également se finir lorsque le jeune devient belge. Elle peut se finir aussi en cas de disparition. Quand il y a une disparition, on attend toujours 4 mois avant de cesser la tutelle, donc on ne cesse pas tout de suite. Et puis ça peut se finir aussi lorsque le jeune a un titre de séjour à durée illimitée. Et là aussi, on ne cesse pas tout de suite. Donc si c'est un jeune qui est tout seul, mais qui reçoit une carte B, par exemple une carte pour séjour illimité, et qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent reprendre, qui peuvent être... Et s'il n'y a pas de personne dans son entourage qui peut être tuteur civil, on laisse le tuteur MENA continuer jusqu'aux 18 ans. Et donc voilà.
Il peut arriver aussi qu'une telle cesse parce qu'un tuteur décide de démissionner volontairement, et donc à ce moment-là, les tuteurs ont un préavis de 2 mois pour nous informer, ont un préavis de 2 mois, et nous, on essaye de désigner le plus rapidement possible.